Déjà, vous venez de le dire, il est de notre devoir de dirigeant de prévoir. Alors, je sais que quand on arrête des dates, ça peut surprendre un certain nombre de personnes, mais notre devoir, c'est d'effectivement d'imaginer cette sortie de crise et comment ça pourrait se faire, comment on pourrait, au stade où on se parle, finir ce championnat dans des conditions évidemment où la santé de personne ne serait mise en danger. Mais il est notre devoir de poser des dates sur un calendrier, parce que comme l'a rappelé Alain juste avant, on a une seconde saison à entreprendre derrière, donc il faut arriver à tout faire tenir dans des calendriers. Et évidemment, les semaines de reprise seront des semaines assez chargées. Écoutez, vous savez qu'un club de football, c'est avant tout une entreprise, et comme un certain nombre d'entreprises en France, les lois du confinement ont fait qu'on a aujourd'hui 0 de chiffre d'affaires, 0 d'entrée, et un club de football a cette particularité qu'une grosse partie de ses dépenses, c'est sa masse salariale, ce sont ses joueurs, ses artistes qui font rêver assez souvent le week-end et qui ont des niveaux de rémunération qui sont différents du français qui travaille dans une entreprise normale. Et donc même si l'État aide beaucoup les entreprises françaises, je crois qu'on ne le dit pas assez par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où aujourd'hui on en est encore à se battre pour 10%, 20%. Le fait d'être passé au chômage partiel, c'est quand même déjà une baisse de salaire de 30% brut pour les salariés, et les joueurs de foot sont des salariés, sauf que pour nous, concrètement, malgré cette baisse de salaire, il y a encore un gap important à rémunérer à nos salariés, à nos joueurs. Donc moi, j'ai été chargé par la Ligue de football et par mes collègues de mener un groupe de travail sur le dialogue social avec l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs de foot, qui représente 94% des joueurs évolués en France actuellement, et avec des gens donc très responsables qui sont conscients qu'on est en train de parler de leurs entreprises, qu'on est souvent en train de faire un procès sur le football, mais il faut savoir qu'on est une activité qui génère beaucoup d'emplois. Il n'y a pas que 11 joueurs sur un terrain, il y a tout ce qui est derrière. Je le disais tout à l'heure, on est organisateur de spectacles, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'industrie du football, sur l'économie du football, et donc avec le syndicat des joueurs, on a pour le mois d'avril trouvé la possibilité de pouvoir décaler une partie du salaire des joueurs. Je parle bien des 70% bruts qu'ils doivent toucher. Tout cela est encore soumis aujourd'hui à une décision de l'État. Bon, je veux dire que je ne suis pas dans les arcanes, mais je suis assez optimiste dans le sens où on ne demande rien de plus que ce que l'État fait aujourd'hui. C'est juste un décalage de règlement, mais qui ne sera plus facile pour nos clubs, puisque ça sera fait à la fin du championnat, lorsqu'on aura retrouvé nos droits télé et nos recettes. Voilà, je suis peut-être un peu long, mais enfin ça mérite d'être expliqué. Non, mais c'est très clair. Ça mérite d'être clair et c'est bien de le dire. On comprend encore mieux effectivement ce qu'on imaginait. Jean-Pierre Caillot, parmi les joueurs de foot qui sont souvent critiqués pour leur attitude, on dit souvent que ce sont des métiers privilégiés. Y en a-t-il qui ont rechigné justement à cette opération en France, à votre connaissance? C'est juste un report de salaire, comme vous l'avez dit, mais certains se sont-ils plaints? Alors, j'ai pris soin de vous le dire. Nous attendons une décision des pouvoirs publics pour l'officialiser, parce que comme le football est un sport très médiatique, tout le monde en parle, mais ce que je vous parle, c'est en fait un accord que nous avons. C'est un peu un accord entre les employeurs et les salariés, mais on souhaite avoir l'assentiment de l'État. Pour le moment, on ne l'a pas encore, mais c'est pas qu'ils se sont tirés l'oreille. Vous imaginez bien qu'ils ont beaucoup de choses à faire. On a eu une rencontre avec Bercy cette semaine. C'est le ministère du Travail qui doit statuer. Donc on attend d'avoir cet élément pour valider auprès de nos troupes, mais moi, les retours que j'ai de la plupart des joueurs et de la plupart de mes collègues dans leur club, c'est que les joueurs, évidemment, ont bien compris qu'on parle de leur outil de travail, on parle de leur club. Quoi qu'on dise, et souvent, encore une fois, on critique le footballeur parce que c'est quand même un peu facile. Malgré tout, sont des pères de famille, sont des citoyens, et pour la plupart, je n'ai senti aucune réticence. Les seules réticences dont on m'a fait part dans la profession, mais c'est pas du tout l'accord dont je suis en train de vous parler, c'est que certains clubs qui ont des niveaux de rémunération encore plus élevés souhaitent demander à leurs joueurs de faire des efforts supplémentaires, ce qui n'est pas du tout la base de cet accord. Ça reste une affaire de gré à gré, puisqu'on parle bien de contrat de travail. Je suis désolé d'être un peu juridique dans ma démonstration, mais les footballeurs sont des salariés, et donc dans cette démarche là, bon, a priori, ça passe moins bien. Mais par contre, l'accord dont je vous parle, il y a absolument, pour le moment,
aucune réticence à ma connaissance. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims est avec nous. Alain Roche, justement, j'allais vous céder la parole pour une question d'Alain Roche à Jean-Pierre Caillot. Oui, Jean-Pierre. C'est mon idole, Alain Roche. Il y avait longtemps. Merci, Jean-Pierre. Non, je voulais vous demander, parce que là, vous avez un accord avec le syndicat, vous avez discuté avec vos joueurs qui sont plutôt OK pour poursuivre cette démarche-là, mais à partir du moment où vous avez trouvé un accord et que vous aurez l'accord de l'État, est-ce que vous allez l'imposer aux joueurs dans les clubs, ou ça sera une discussion de gré à gré entre vous et chaque joueur individuellement ? Ça, c'est uniquement le point juridique qui est abordé là. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas une décision globale et de branche. Ça nécessite un accord de chaque salarié. Donc, on est en train de regarder, parce que normalement, on sait que il y a beaucoup de procédures dans le football. Il devrait y avoir des avenants sur les contrats de travail. Là, on est en train de regarder en paritaire pour faire quelque chose de beaucoup plus simple, du type un mail qui sera envoyé à chaque joueur avec une attente d'un retour de sa part, donc de manière à simplifier, parce que sinon vous imaginez bien, on est en train de parler de la paye du mois d'avril, le nombre de joueurs concernés, ça va vite devenir une usine à gaz. Donc on est dans des procédures simplifiées parce que à situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Effectivement, et notons aussi qu'en Angleterre ça ne se passe pas aussi facilement, même si on attend évidemment l'officialisation, comme vous le précisiez très bien Jean-Pierre Caillot, et c'est évidemment très clair et merci pour cela, mais en Angleterre, syndicats de joueurs et ligue n'ont pas trouvé d'accord sur cette baisse de salaire, donc c'est quand même quelque chose qui est très complexe à établir et à faire accepter aussi par les joueurs. Au Real Madrid par exemple, Toni Kroos lui est contre une baisse de salaire, alors qu'on est quand même aussi en pleine crise sanitaire évidemment. Parmi les autres situations et les autres solutions pour sauver le football français et permettre au club de vivre et de survivre, Jean-Pierre Caillot, il y a cette idée qui a été émise par Gérard Lopez, le président du LOSC, qui propose de souscrire à un emprunt massif auprès de fonds d'investissement, notamment de fonds d'investissement américains, si je ne m'abuse, pour les clubs de Ligue 1. Vous en pensez quoi ? Alors, permettez-moi de vous corriger, parce que comme en ce moment je fais des conf calls tous les jours avec des réunions de travail, c'est pas tout à fait ça. On a demandé, il y a eu un groupe de travail chez nous qui s'occupe de la trésorerie des clubs et du financement, et on a demandé aux gens qui sont des spécialistes de la finance et qui ont des ouvertures sur la finance internationale de regarder dans un cas extrême comment on pourrait aller se refinancer sur les marchés avec des fonds d'investissement ou des mécanismes comme celui-là. Mais c'est uniquement une étude qu'ils font et on n'est pas du tout, pour le moment, à prendre cette décision. Vous savez, ça veut dire qu'on n'est pas dans un cas extrême, pardonnez-moi Jean-Pierre Caillot, on n'est pas dans un cas extrême aujourd'hui. Heureusement, on n'est pas encore dans un cas extrême. Il existe un système aujourd'hui avec la BPI pour toutes les entreprises françaises, c'est pas pour les entreprises de foot, où vous pouvez obtenir un financement qui est par votre propre banque et qui est à 90% soutenu par la BPI, qui représente à peu près 3 mois de chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est vrai pour le restaurateur, c'est vrai aussi pour un club de foot. Et on pense que cette crise, même si elle est longue, même si on n'en voit pas encore la sortie, malgré tout, avec un crédit BPI de 3 mois qu'il est relativement facile à obtenir quand on a des bilans qui tiennent à peu près la route, on pourra passer ce cap, mais malgré tout, je l'ai dit en introduction, notre rôle de chef d'entreprise, notre rôle de président, c'est d'envisager toutes les hypothèses. Et à supposer qu'on ne récupère pas nos droits télé, à supposer qu'il y a un problème dans les mois à venir, il pourrait y avoir cette solution sur laquelle Gérard Lopez et Loïc Ferry travaillent, mais c'est une solution étudiée, c'est absolument pas un recours actuel. C'est pas un recours, c'est peut-être une piste, effectivement, dans un cas extrême. Et je retiens vos propos, on n'est pas encore dans une situation extrême pour le moment. Pensez-vous vraiment, fondamentalement... La situation est grave, mais pas désespérée. Oui, c'est comme mais ça qu'on pas dit. Désespérée, très bien. Merci de le rappeler et merci de le préciser. Pensez-vous sincèrement, Jean-Pierre Caillot, que cette saison va aller à son terme et que le scénario... prodigué par Jean-Michel Aulas il y a déjà quelques semaines, à savoir une saison blanche, pourrait éventuellement arriver? Est-ce que les présidents s'y préparent? Ou au contraire, c'est la politique de l'autruche et vous dites que ça n'arrivera jamais? Alors, je peux vous dire qu'on ne fait pas l'autruche. On travaille tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, on est totalement dépendant de la décision des pouvoirs publics, évidemment. Mais aujourd'hui, on est plutôt, vous avez vu aussi les déclarations européennes de l'UEFA, on est plutôt dans une phase où on imagine un redémarrage sous certaines conditions du championnat. Donc on n'en est pas encore
à imaginer que la saison s'arrête, et si elle s'arrête, quels seront les scénarios? Est-ce qu'on l'arrêtera à la 28e journée? Est-ce qu'on l'arrêtera en décidant que c'est une saison blanche? Tout ça, ce sont là aussi des situations extrêmes auxquelles il faut éventuellement se préparer, mais on est des gens optimistes et on va penser que les affaires peuvent reprendre.